Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après une semaine d'Halloween bien chargée qui j'espère vous aura plu. Alors sans plus attendre, installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle d'une affaire française qui a eu lieu à Toulouse. Pour le moment, je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Le 24 mai 2016, aux alentours de 16 h, un homme découvre une masse qui flotte dans l'eau au niveau de la passerelle du bâtonnier Albert Viala à Toulouse. Il prévient immédiatement les secours et quelques minutes plus tard, la police et les pompiers arrivent sur les lieux. Ils sortent le sac plastique de l'eau et lorsqu'ils l'ouvrent, ils découvrent avec stupéfaction une jambe. C'est tout, juste une jambe. Forcément, leur priorité, c'est d'identifier la victime. Cependant, vous vous doutez bien qu'avec une jambe, ce n'est pas chose facile. D'autant plus que sur la jambe, il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de cicatrice. Il est aussi difficile de déterminer le sexe à partir d'une jambe. En général, on peut le déterminer grâce à la forme du crâne ou du bassin, mais sur une jambe, la tâche est compliquée. C'est également difficile de savoir depuis combien de temps cette jambe était dans l'eau, puisque lorsqu'elle est dans l'eau, elle se conserve plutôt bien, sauf que dès sa sortie de l'eau, la jambe se décompose très vite. Dès le lendemain, l'enquête avance avec la découverte d'un nouveau membre, un bras gauche, et sur l'avant-bras, il y a une cicatrice. Ce bras a été retrouvé à 300 mètres de la première jambe dans un emballage similaire au premier membre, et donc la police pense que les deux membres appartiennent à une seule et même personne. Le lendemain, une équipe de plongeurs sonde le canal du Midi à la recherche de nouveaux membres. C'est bizarre dit comme ça, mais la tâche n'est pas évidente étant donné que l'eau est trouble. Forcément, les journalistes s'emparent de l'affaire car elle est d'une part inédite et d'autre part hors norme. Quelqu'un s'amuse à jeter des membres dans le canal du Midi. Une nouvelle découverte est faite à 6 km au bord de l'embouchure au nord de Toulouse. C'est le deuxième bras qui a été découvert et ce dernier a été charrié par le bateau nettoyeur. Je n'ose même pas imaginer dans quel état ils ont retrouvé ce membre. Quelques heures plus tard, à 3 km, un sans domicile fixe aperçoit une valise. En s'approchant, une odeur nauséabonde s'en dégage et il trouve le tronc d'une femme. Encore quelques heures plus tard, ce même homme découvre une jambe. Sympa sa journée. Tout de suite, les questions qu'on se pose, c'est où est sa tête? Qui est cette personne? Et qui a fait ça? En l'espace de 3 jours, c'est 2 jambes, 2 bras et un tronc qui ont été retrouvés, mais pas la tête. La tête est importante pour les empreintes dentaires, mais aussi pour la radiographie du crâne qui permet de déterminer les causes de la mort. Cependant, l'enquête avance puisqu'on sait que les 4 membres et le tronc appartiennent à la même personne et grâce aux analyses ADN et au recoupement dans les fichiers de la police, ils vont se rendre compte que le profil pourrait correspondre à une femme. En effet, 2 jours avant la découverte du premier membre, une famille avait signalé la disparition d'une femme. La police récupère sa brosse à dents afin d'effectuer une analyse ADN et de voir si ça correspond avec l'ADN qu'ils ont déjà relevé sur les membres, et ça match. Il s'agit de Marilyn Planche. C'est une femme de 52 ans, sans histoire, non fichée et qui n'a pas de casier judiciaire. Elle est originaire du Lot, est célibataire et vit seule sans enfant dans le quartier Saint-Georges au cœur de Toulouse. On dit d'elle qu'elle était discrète et sans problème et une de ses voisines se souvient d'une femme réservée avec qui il était agréable de discuter. Elle est responsable logistique et conseillère pour l'insertion des personnes handicapées dans une association à Toulouse. Marilyn était très appréciée dans son entourage et dans son travail, elle était toujours très dévouée. Lors d'une enquête de voisinage dans la résidence, les policiers apprennent qu'elle a été vue pour la dernière fois avec une autre femme dans la nuit du 12 mai. Apparemment, il y aurait eu des éclats de voix. Marilyn aurait demandé de l'aide, mais la femme avec qui elle était a dit que tout était bon et qu'elle s'en occupait. Les enquêteurs interrogent donc ses collègues, puisqu'elle passait beaucoup de temps au travail, et ils vont vite s'apercevoir qu'une de ses collègues ne l'aimait pas beaucoup. En analysant les déplacements du téléphone de Marilyn, les enquêteurs se rendent compte qu'elle aimait à Montpellier. Or, à ce moment-là où elle émettait à Montpellier, elle était restée chez elle pour se reposer après son opération de la cataracte. Ils vont donc commencer à s'intéresser à des collègues qui viennent potentiellement de Montpellier. D'autant plus qu'après sa disparition, son téléphone émettait toujours à Montpellier, alors qu'elle était décédée à Toulouse. Sophie Freider Massala est née en 1964 à Valenciennes dans le Nord et est l'aînée d'une grande fratrie.
Enfant, elle a été abusée par son grand-père, ses parents se disputent très souvent et des fois les gendarmes sont obligés d'intervenir. Sa mère est infidèle et multiplie les aventures et son père, probablement triste et très touché par cette tromperie, se suicide en se pendant alors qu'elle a 10 ans. Ce serait Sophie Massala qui aurait découvert le corps, mais elle dira avoir zappé ce moment pendant de nombreuses années. Sa mère se remarie et a un 6e enfant et son compagnon décide d'adopter ses enfants à elle. Donc Sophie Massala est obligée de changer son nom et c'est son premier traumatisme. Sa mère continue d'avoir des relations extra-conjugales et elle fait de sa fille sa complice tout en continuant d'avoir des relations détestables avec elle. Massala s'occupe beaucoup de ses frères et sœurs jusqu'à en sacrifier sa scolarité au point de ne pas passer son baccalauréat. Et c'est ce qu'on peut appeler son deuxième traumatisme. Lorsqu'elle a 20 ans, elle déménage dans le sud de la France, dans l'Hérault, où elle rencontre son futur mari. Son compagnon déteste sa belle famille, mais Sophie Massala n'en a que faire et elle continue cette relation. Elle devient mère d'une fille en 1988 et d'un fils en 1994. Depuis toujours, Massala a un problème d'argent, elle est maniaque, hyper ordonnée, dépense sans compter et aime les jeux d'argent. Alors qu'elle décroche un CDI à la faculté de médecine de Montpellier, elle détourne 35 000 euros. Elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier pour vol et falsification à une peine de prison commue en placement à domicile sous contrôle d'un bracelet électronique. Et les ennuis financiers sont de retour car il va falloir rembourser. Elle décide, après discussion avec l'une de ses amies, de devenir call girl. Avec l'accord de son mari, elle loue un studio à Carnon, à Montpellier, et pendant près d'1 an, elle reçoit des hommes pour des relations tarifées. Une caméra a également été installée pour, soi-disant, sa sécurité. En 2011, à 47 ans, Massala décide de reprendre ses études en passant son baccalauréat professionnel et en poursuivant ses études en BTS en alternance. Elle est recrutée par l'HFIP, il me semble que ça se dit comme ça, en tant que conseillère de prestation. Elle s'installe à Toulouse en novembre 2015 et entre très rapidement en conflit avec Marilyn Planche, notamment à cause de sa jalousie, puisque Marilyn Planche est très appréciée de ses collègues et visiblement Massala pas trop. Les experts sont formels, Sophie Massala est d'une intelligence normale et ne présente aucun signe de trouble psychiatrique. En revanche, elle est immature et présente un défaut de contrôle pulsionnel et elle est d'un égocentrisme maladif. Le 27 mai 2016, de retour de Paris, elle est interpellée à l'aéroport de Montpellier et elle n'est pas surprise à la vue des policiers. En garde à vue, elle confirme s'être disputée avec Marilyn Planche le soir du 12 mai. Apparemment, sa collègue lui aurait fait des avances sexuelles par SMS et elle serait donc venue chez elle afin d'avoir des explications. Elle dit qu'elle a seulement voulu se défendre lorsque Marilyn lui a sauté dessus et que la seule chose qu'elle avait sous la main était une bouteille et donc elle l'a frappée avec. Toujours selon ses dires, elle est rentrée chez elle pour prendre sa douche, donc elle a quitté l'appartement en laissant Marilyn au sol, puis elle est revenue plus tard dans la soirée et elle aurait trouvé Marilyn morte par terre et cette dernière se serait suicidée en s'ouvrant les veines au niveau des 2 poignets. Il y avait du sang partout et par peur d'être accusée, elle aurait coupé les membres de la victime, les aurait mis dans des sacs plastiques et les aurait jetés dans l'eau. Cependant, la tête reste introuvable. À la PJ de Toulouse, personne ne croit à sa version, d'autant plus que le médecin légiste a conclu qu'il était impossible que Marilyn se soit suicidée puisque les entailles correspondent à des entailles post-mortem. Quant aux SMS, les enquêteurs savent qu'ils ont été envoyés de Montpellier. Sophie Massala est montpelliéraine, donc ils savent que c'est elle qui a envoyé les SMS afin certainement de maquiller son crime. Face à toutes ces contradictions, la femme craque et avoue. Cependant, elle n'avoue qu'à moitié, puisqu'elle dira dans un premier temps qu'il s'agissait d'un accident. Elle change de version. Elle se serait rendue au domicile de Marilyn Planche car cette dernière avait rapporté chez elle des dossiers professionnels qu'elle n'avait pas le droit d'emmener. Massala s'est énervée, a attrapé une bouteille et l'a frappée avec. Marilyn est tombée au sol et Massala a continué de lui donner des coups de pied dans les flancs. Elle s'est ensuite rendue compte que cette dernière était morte et a décidé de l'entailler au niveau des bras pour faire croire à un suicide. Elle récupère son sac à main et son téléphone et rentre à Montpellier pour passer le week-end de la Pentecôte avec sa famille. Sauf qu'une fois à Montpellier, elle se rend compte qu'au vu des coups donnés au niveau du flanc, l'hypothèse du suicide n'est pas vraiment crédible. Donc, elle décide d'écourter son week-end et de rentrer à Toulouse. Elle achète un couteau en céramique, une scie métallique à métaux, une bombe désodorisante, des produits pour essayer de compresser le corps et
une canette de boisson énergisante pour se donner de la force car elle va passer toute la nuit à découper sa victime. La police perquisitionne son domicile, trouve le sac à main de la victime, une scie à métaux cachée sous le lit et ils ne sont pas au bout de leur surprise. En effet, Massala leur indique un buisson situé dans le jardin de la résidence. En pleine nuit, les enquêteurs creusent et sortent une tête qui était située à une faible profondeur. Elle a estimé que sa victime méritait une sépulture, donc elle a enterré la tête. Ah ouais. Enfin, la victime, elle ne méritait pas d'être tuée. Massala est mise en examen pour homicide volontaire et modification de l'état des lieux d'un crime et elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse. La nouvelle se répand rapidement dans les médias, les voisins sont sous le choc, ils n'auraient jamais imaginé ça et une des voisines se souvient qu'elle avait pris l'ascenseur avec cette femme et que cette femme avait des sacs plastiques ce jour-là. Le vendredi 25 octobre 2019, elle est condamnée par le jury de la cour d'assises de la Haute-Garonne à 27 années d'emprisonnement et 5 années de suivi socio-judiciaire. Lors des premières expertises, Massala n'a montré aucun remords, allant même jusqu'à expliquer que Marilyn Planche avait fait d'elle une mauvaise personne. Pour l'experte psychiatre, elle trace des parallèles entre Marilyn et sa propre mère. Marilyn, c'est une image d'autorité maternelle, tout l'énerve chez Marilyn. Elle ne la supporte pas comme elle ne supporte pas sa mère, car il y a des conflits qu'elle n'a pas réglés. Elle reproche à Marilyn ce qu'elle reprochait à sa mère, une fausse image, une image falsifiée aux yeux des autres. L'expert psychologue dira à son tour « Voir à 10 ans son père pendu, un suicide lié à l'inconduite de sa mère, ça laisse des traces. » Il décrit pour sa part une fragilité psychique, une personnalité obsessionnelle, et il relève aussi une absence de troubles mentaux. Cependant, si elle a pu découper le corps et le disperser aux 4 coins de Toulouse, c'est qu'elle a mis en place des mécanismes de déni. Son fils Bastien, 24 ans, dira « Je ne sais plus si je lui ai demandé pourquoi, ni si j'ai eu la réponse. » Et sa fille, Emmeline, 31 ans, confiera « J'ai cherché à comprendre, et puis je me suis vite rendu compte qu'il fallait la laisser parler de ce qu'elle voulait. » Ensemble, ils étaient toute la semaine à son procès, parce qu'ils voulaient essayer de comprendre. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que je vous aurai fait découvrir cette affaire française et que donc vous ne la connaissiez pas. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour vos réactions et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.